notre invité ce matin, c'est Antoine Basbous. Bonjour Monsieur Basbous, merci beaucoup d'être avec nous, politologue, fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes et puis auteur de ce livre, Le tsunami arabe. C'est chez Fayard. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Fabrice Vesseredon du groupe EBRA. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane, bonjour Antoine Basbous. Bonjour monsieur. Monsieur Basbous, on va évidemment parler de la situation en Israël et à Gaza, mais d'abord on avait envie de vous entendre sur ce qui s'est passé ce week-end et cette nouvelle attaque terroriste qui a eu lieu samedi soir à Paris. L'assaillant qui a dit aux policiers qu'il ne pouvait plus supporter que les musulmans meurent, tant en Afghanistan qu'en Palestine. Il aurait déclaré qu'il en voulait pour ce qu'il se passait à Gaza et que la France serait complice de ce que faisait Israël là-bas. Alors c'est vrai que depuis le 7 octobre, on parle beaucoup de l'importation du conflit. Est-ce que là on y est ? À vrai dire, le terroriste en question, il n'a pas commencé sa mue avec Gaza. Ça fait 9 ans qu'il est actif, qu'il a des réseaux complotistes, des réseaux terroristes. Il voulait partir en Syrie bien avant Gaza. Il voulait attaquer à la défense. Bref, par son réseau, par ses actions, par ses intentions, il avait été condamné même à 5 ans de prison. Bref, ce n'est pas Gaza qui est à l'origine, même si ça peut influencer un comportement, d'autant plus que l'intéressé a des troubles psychiatriques et il avait arrêté de prendre ses médicaments. Étant donné que la communauté internationale n'arrive pas à retenir le bras d'Israël, on va y revenir. Est-ce qu'il est envisageable que le Hamas tente d'exporter le conflit, notamment par le biais du terrorisme ? Aucune connexion n'a été établie entre le Hamas et cet homme-là. Cet homme a été radicalisé il y a 9 ans, avant que le conflit actuel à Gaza ne soit déclenché. Mais au-delà de ce cas précis ? Au-delà de ce cas précis, évidemment, il peut y avoir des sympathies de côté et d'autre entre des gens qui applaudissent Israël et des gens qui applaudissent le Hamas. Mais espérons que l'émotion n'arrive pas à déboucher sur des actions. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une phase de reprise de l'activité djihadiste ? Elle n'a jamais cessé, cette activité. Les radicalisés le sont maintenant à travers Internet, ils le sont par les réseaux sociaux, ils le sont... voilà, c'est un nouveau phénomène qui est arrivé et on recense à peu près 17 000 fichiers S pour radicalisation islamiste en France. Donc je ne peux pas dire que la sécurité totale est assurée. Il peut y avoir une sécurité relative. Nous avons vu ce qui s'est passé à Arras, à Crépol. Le couteau a remplacé la Kalachnikov. Et ça, c'est une arme facile et à la portée de tout le monde. Est-ce qu'avec l'attentat de ce samedi, vous diriez que l'État islamique veut se réinstaller activement et durablement en France ? Je ne crois pas qu'il y a une centrale de l'État islamiste ou de l'idéologie. En revanche, il y a des individus qui se sont accrochés à cette idéologie islamiste radicale qui veulent, eux, passer à l'action pour honorer un certain engagement. Pour vous, c'est plus une initiative individuelle ? Aujourd'hui, il n'y a plus de centralité qui commande depuis une base secrète quelque part en Afghanistan, en Syrie ou en Irak, des actions importantes comme nous avons connu au Bataclan il y a quelques années. Donc il peut y avoir des volontés solitaires individuelles d'aller à l'attaque sans avoir reçu des instructions d'une centrale installée à l'étranger. Qui n'a plus les moyens. Aujourd'hui, l'État islamique, il n'a pas les moyens de téléguider des attentats. Non. Les islamistes d'Afghanistan ne peuvent plus se projeter. Daesh en Irak et en Syrie a été démantelé, même s'il y a des cellules qui continuent à agir autant dans le désert syrien qu'en Irak. On va parler de ce qui se passe en Israël et à Gaza. Et ce week-end, Emmanuel Macron espérait réunir les dirigeants des pays arabes les plus concernés par le conflit, mais cette rencontre n'a pas eu lieu. Est-ce qu'Emmanuel Macron s'est mis à dos les pays arabes par ses positions qui sont jugées pro-Israël ? Le président de la République a eu plusieurs déclarations qui ont manqué un peu de cohérence. D'abord, la coalition anti-Hamas, à l'instar de la coalition anti-Daesh, n'était pas la bienvenue. Elle a été très mal perçue par les pays arabes, d'autant plus que le Hamas a un agenda nationaliste, il revendique un État, il revendique une place sur la géographie israélo-palestinienne.
alors que Daesh, c'était une idéologie conquérante et destructrice. Donc, il n'y a rien à voir. Après, le président, pour corriger le tir, il a fâché Israël en parlant de cesser le feu immédiat, et puis il en a rajouté une couche récemment, il y a 2 jours, dans le Golfe. Bref. On va revenir sur cette phrase, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore un interlocuteur pour les pays arabes, Emmanuel Macron? Ou est-ce qu'avec ce qui s'est passé depuis le 7 octobre et ses positions, il s'est discrédité? Je dirais que la parole présidentielle n'imprime plus dans la région. Elle est contradictoire, on ne sait plus où la situer, le en même temps ne fonctionne pas. Je pense qu'on attend du président de la République une vision, un plan de paix qui soit juste et qui intègre les 2 belligérants dans une projection de paix régionale au Levant. Alors, vous l'avez dit, Emmanuel Macron a eu une phrase ce week-end. Il a dit « la destruction totale du Hamas ». Est-ce que quelqu'un pense que c'est possible? Si c'est ça, la guerre durera 10 ans. Comment vous expliquez ce changement de ton de la part du président? Écoutez, demandez au porte-parole de la présidence d'interpréter ce discours. Il est vrai que, quelque part, l'idéologie, les revendications nationales ne meurent pas. Voilà, ça fait 75 ans que les Palestiniens ont une revendication territoriale. Ils ont accepté, y compris d'avoir un État désarmé aux côtés d'Israël. Ça a été répété il y a 10 jours par le président égyptien Sisi. Ça avait été évoqué par le président de l'autorité palestinienne en 2018 en disant « Même mes policiers, je ne veux pas qu'ils portent de pistolet ». Donc les Palestiniens sont prêts à rassurer Israël en s'installant à côté d'Israël sur une portion du territoire, alors que, côté israélien, on voit les messianiques au gouvernement actuel vouloir pousser les Palestiniens de Gaza en Égypte et les Palestiniens de Cisjordanie en Jordanie, en disant que la Jordanie, c'est la future Palestine. Sur le fond, cette guerre qui peut durer 10 ans, si l'objectif c'était de détruire complètement le Hamas, Emmanuel Macron a raison? D'abord, 10 ans, c'est extrêmement long. C'est une décennie. C'est-à-dire, Israël, aujourd'hui, a mobilisé toutes ses forces actives. Il y a 370 000 appelés réservistes qui sont au front, alors que les usines ne fonctionnent pas, que le tourisme est à l'arrêt, que l'hôtellerie... Il y a, sur la frontière du Liban, 60 000 Israéliens qui sont en dehors de chez eux, qui sont hébergés à l'hôtel. Il y a presque autant côté Gaza. Le pays ne peut pas tourner 10 ans comme ça. La Banque d'Israël a emprunté 6 milliards de dollars il y a 2 semaines pour combler ce manque d'entrée de devises. Donc 10 ans, c'est impensable. Israël n'a pas non plus l'éternité auprès des États-Unis. Ils ont peut-être quelques semaines pour en finir avec cette guerre, mais en finir dans l'expression, dans la conception israélienne, ça veut dire pousser les Gazaouis du nord vers le sud, et puis, une fois qu'ils sont dans le sud, les pousser vers l'Égypte. Donc, ce qu'on voit, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est de faire une battue de Palestiniens, en quelque sorte, de les pousser vers le Sinaï, et si l'Égypte n'en veut plus, eh bien qu'ils aillent en Europe. Il y a une ministre israélienne en exercice qui a dit « l'Europe a la tradition de recevoir tous les réfugiés du monde, eh bien qu'elle accueille les Palestiniens ». Donc c'est pousser les Palestiniens hors du territoire pour que la question territoriale ne se pose plus, c'est ça le plan de Benyamin Netanyahou? C'est surtout le plan de ces ministres messianiques, Smotrich et Ben Gvir, ministres des Finances et d'une partie de la Défense, et ministre de la Police, donc de l'Intérieur. Ce sont les messianiques au sein du gouvernement qui ne veulent pas voir de Palestiniens entre le Jourdain et la Méditerranée. Et donc, ils ont conçu ceci, c'est une ancienne idée, mais ils l'ont mise en application. Et aujourd'hui, l'attaque terroriste du 7 octobre leur a permis de passer aux actes et de concrétiser cette promesse. Mais c'est possible, ça, que cette promesse soit tenue? En tout cas, ce que nous voyons aujourd'hui à Gaza, c'est quoi? C'est l'exode du nord vers le sud. Et puis, une fois qu'ils sont dans le sud et bombardés, ils vont forcément franchir la frontière, au risque que l'Égypte se fâche vraiment et dise « j'annule les accords de Camp David, je ne peux pas supporter cela ». Et les Égyptiens peuvent dire à leur gouverneur, à leur gouvernement,
vous avez dépensé des milliards pour acheter des armes. À quoi ça sert ces armes si vous ne pouvez même pas passer du carburant, de la farine, de l'eau à Gaza? Si vous n'êtes pas capable de soutenir les Gazaouis qui sont des frères bombardés, à quoi ça sert tout cet arsenal? Vous pensez que l'Égypte peut le faire? Non, je ne pense pas que l'Égypte peut passer à la guerre, mais en revanche, sous la pression de l'opinion publique, elle peut annuler ou geler les accords de Camp David, ce qui serait vraiment une révolution et surtout un grand succès pour l'Iran. Parce que l'Iran a voulu détruire une cinquantaine d'années de paix entre une dizaine de pays arabes et Israël. Est-ce que ça peut nuire à Israël? Parce qu'au début, Israël disait aux Palestiniens de se déplacer vers le sud, disant vouloir protéger les populations civiles. Aujourd'hui, on voit qu'Israël bombarde également le sud de Gaza. Est-ce que ça peut lui nuire à Israël, et dans son image, et vis-à-vis du soutien de l'opinion internationale? Je crois que l'opinion internationale qui a soutenu Israël de façon très ferme le 7 octobre, quand l'offensive a commencé sur Gaza, ce soutien s'est effrité au point qu'aujourd'hui, on voit les opinions publiques se retourner contre Israël. Parce que 700 morts en 2 jours à Gaza depuis la reprise des bombardements indiscriminés. Vous avez il y a des scènes, il y a des centaines de millions de personnes qui regardent en direct ce qui se passe à Gaza à travers Al Jazeera et autres chaînes panarabes. Et puis, les télévisions du monde entier reprennent ces images. Il y a des images insupportables, insoutenables. Donc, cette violence contre des civils ne peut pas attirer la sympathie d'Israël par rapport aux Palestiniens. La trêve a pris fin vendredi matin. Il y a des négociations qui ont tenté de se poursuivre ce week-end. Puis finalement, les négociateurs ont quitté le Qatar. Pour vous, aujourd'hui, ces négociations sont dans une impasse totale? Aujourd'hui, il y a un arrêt des négociations. Il y a, à vrai dire, le seul qui va pouvoir infléchir la situation, ce sont les États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis protègent Israël et lui passent... en quelque sorte, tous ses caprices. Au lieu que les Américains disent à Israël « on vous protège, mais voilà le prix, il va falloir accepter de donner aux Palestiniens un morceau de territoire désarmé et garantir votre sécurité à vous deux », eh bien les caprices d'Israël sont acceptés, admis à demi-mot par les États-Unis qui ne conditionnent pas leur soutien militaire et leur aide économique. Donc la principale clé de la solution se trouve aux États-Unis. Mais juste sur la fin de la trêve, pour vous, c'est Israël qui est responsable de la fin des négociations ou les torts sont partagés? En l'occurrence, il y a eu un problème d'interprétation. Est-ce que les femmes soldates sont des femmes seulement ou bien des soldates femmes? Pour le Hamas, ce sont des soldates et pour Israël, ce sont des femmes pour la libération des otages. Et le prix de la libération d'un soldat ou d'un officier ou d'un général n'est pas 1 contre 3. L'échange doit être beaucoup plus élevé. Donc de ce fait, il y a eu un problème d'interprétation de la trêve. Et de toutes les façons, Israël n'allait pas pouvoir en rester là. Israël était en première division, la puissance dissuasive du Moyen-Orient. Tout le monde respectait, tout le monde craignait Israël et sa colère éventuelle. Aujourd'hui, après le 7 octobre, Israël est tombé à la 3e division et cette colère israélienne, cette revanche en quelque sorte, c'est pour rétablir sa dissuasion et pour dire qu'elle est extrêmement puissante et qu'elle a beaucoup de force et que ceux qui s'attaquent à Israël peuvent être rayés de la carte. C'est ce qui se passe à Gaza. Mais est-ce que l'attaque qui a eu lieu à Jérusalem, alors que la trêve était encore en cours, attaque revendiquée par le Hamas, ça a joué ça dans la fin de cette trêve le lendemain? Je ne crois pas. Il y a il n'y a pas de jonction entre la Cisjordanie et Gaza. Il y a une logique autonome en Cisjordanie. Tous les jours, toutes les nuits, il y a des incursions israéliennes. Le jour d'avant, il y a eu 4 morts à Jénine, dont 2 garçonnets de 8 et 15 ans qui ont été tirés par les snipers de l'armée israélienne. Donc le lendemain, des Palestiniens ont voulu se venger. Et c'est la vendetta qui s'est installée entre les colons
en Cisjordanie et les Palestiniens. Fabrice, sur les otages. Oui, pour revenir une seconde sur les otages, c'est toujours la libération d'otages, c'est toujours quelque chose de très positif, de très suivi au niveau mondial. Et est-ce que fondamentalement, ça change la donne? Il fallait arrêter la guerre, d'autant plus que les Palestiniens étaient disposés à libérer des otages. Donc ils ont commencé par les enfants, les femmes, les vieux. À un moment donné, Israël se préparait, le Hamas aussi, pour la reprise des combats. Donc aujourd'hui, ce qui reste comme otages, c'est à peu près 140 personnes, dont beaucoup de militaires, femmes ou hommes, et probablement des officiers supérieurs, dont un général au moins. Donc l'échange ne va plus être de 1 contre 3, comme la première tranche, mais là, les Palestiniens réclament le blanchiment, entre guillemets, des prisons israéliennes. C'est-à-dire les 5000 prisonniers palestiniens doivent être relâchés en même temps que les 140 prisonniers israéliens, plus les 3000 qui ont été arrêtés administrativement depuis le 7 octobre en Cisjordanie. Qui est sorti gagnant, pardon pour l'expression, mais de ces 7 jours de trêve? Est-ce que le Hamas est sorti renforcé? Les 7 jours de trêve ont permis la libération de 80 personnes d'un côté et 3 fois plus de l'autre. Les deux se sont préparés pour le round suivant. Et puis, voilà, c'était une pause qui était destinée à la reprise des combats. On ne voyait pas vraiment Israël s'arrêter là en négociant le blanchiment des prisons israéliennes en libérant tous les Palestiniens qui sont enfermés. Donc voilà, c'était indispensable pour les deux de reprendre le combat, mais l'initiative revient, je pense, à Israël. Il y a plusieurs pays, on en a parlé, plusieurs pays de la région qui manifestent leur crainte de voir un embrasement général. Si Israël va trop loin, est-ce que la crainte est justifiée ? Oui, tout à fait. Je vous ai dit que par rapport à l'Égypte, la pression populaire monte et qu'à un moment donné, peut-être que le régime décidera de geler ou d'annuler les accords de Camp David avec toutes leurs implications. Parce que la clé de voûte de la paix israélo-arabe a été située à Camp David, c'est-à-dire l'accord israélo-égyptien, qui a été suivi après par Oslo, par Wadi Araba avec la Jordanie, puis par les accords d'Abraham. Bref, il y avait une dynamique de paix, de normalisation, qui a nié, négligé, oublié le droit des Palestiniens. Maintenant, c'est l'Iran qui a remis la cause palestinienne au centre du jeu, et c'est le Hamas qui a ramené la centralité de la question palestinienne au risque d'une implosion globale dans la région. Et pour Emmanuel Macron, il faut préparer le retour de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Est-ce que pour vous, c'est possible ? Mais il n'y a pas d'autorité palestinienne. Il y a un grabataire à sa tête et c'est une autorité qui collabore avec Israël, qui n'est plus reconnue par les siens. Et voilà, la collaboration, il y a des services rendus et donc ça ne représente plus les Palestiniens. En revanche, dans les prisons d'Israël, il y a Marwan Barghouti qui est une personnalité respectée et qui peut demain, avec le crédit qu'il a, représenter la cause palestinienne tout en étant un homme raisonnable et un homme logique. Donc lui peut reprendre cette autorité palestinienne, il a le respect, il a la légitimité. Ça fait 21 ans qu'il est en prison. Vous avez 2 questions pour terminer, Fabrice ? Oui, absolument. Rappelons que vous êtes libanais, ce pays qui est généralement victime collatérale dans cette région du monde. 2 questions. Qui dirige réellement le Liban aujourd'hui? Et puis votre réaction à cet appel de l'université d'Harvard, il y a quelques jours, à dollariser, je reprends l'expression, totalement l'économie libanaise. Alors, le Liban est dirigé depuis Téhéran par les pasdarans, c'est-à-dire les gardiens de la révolution, en coordonnant avec le Hezbollah, qui est le gestionnaire local qui contrôle totalement le pays. Ils ont vidé la présidence de la République. Il n'y a pas de président depuis maintenant plus d'1 an. Ils détiennent tous les pouvoirs.
le chef de gouvernement est à leur botte, un gouvernement démissionnaire qui gère les affaires courantes. Ils ont le contrôle des frontières, des ports, des aéroports, de l'administration. Bref, le gouverneur du Liban aujourd'hui, ça s'appelle le Hezbollah. Il est téléguidé depuis Téhéran. Alors, la dollarisation de l'économie, elle est déjà dollarisée. Il faut dire que la monnaie libanaise est devenue une monnaie de singe et qu'elle n'a plus usage dans le pays. Il faut passer à reconnaître la réalité des échanges. Les échanges se passent à travers les dollars. Et le Liban est en agonie. Le Liban est gouverné au profit de l'Iran à travers le Hezbollah, qui décide de la paix et de la guerre, qui décide de tout et qui crée le vide pour pouvoir installer son propre pouvoir. Quel rôle de la France dans tout ça ? Est-ce qu'on parlait un peu des tergiversations d'Emmanuel Macron et de ses différents propos sur Israël ? Est-ce qu'il en a été de même avec le Liban ? Il y a eu une tentative. Il y a eu une tentative quand même. Emmanuel Macron s'est beaucoup engagé à l'issue de l'explosion du port qui a fait plus de 200 morts. Il est allé 2 fois en moins d'1 mois. Il a proposé un plan. Les partenaires ou les Libanais ont tergiversé, ils l'ont amené en bateau et il s'est avéré que la France ne connaît pas suffisamment le Liban alors que les plus proches collaborateurs du président étaient ambassadeurs au Liban. Bref, le résultat est que le Liban est gouverné par une sorte de mafia et que la mafia est plus forte que la raison. Merci Antoine Basbous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On revoit votre livre, Le Tsunami arabe. C'est chez Fayard. Merci d'avoir été notre invité. Merci Fabrice. À la semaine prochaine. Bonne pour semaine. des territoires.